Personne dans ce petit café ne savait que l'homme assis au coin, celui qui commandait toujours le même petit déjeuner à 7 heures du matin, était l'un des hommes les plus riches de la ville. Et personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer le jour où ses avocats franchirent la porte avec une équipe de sécurité. Marie travaillait comme serveuse au Café des Roses depuis maintenant 5 ans. C'était un petit établissement modeste, coincé entre une laverie automatique et une pharmacie, dans un quartier qui avait connu des jours meilleurs. Les tables en formica étaient usées, le linoléum du sol était éraflé par des années de pas pressés, et la machine à café émettait toujours ce sifflement inquiétant qui faisait sursauter les nouveaux clients. Mais Marie aimait son travail. Elle aimait l'odeur du café fraîchement moulu le matin, les conversations avec les habitués, les petits moments de connexion humaine qui rendaient chaque journée unique. Elle avait 28 ans, des rêves qui s'étaient érodés au fil du temps, et une fille de 6 ans qu'elle élevait seule depuis que son compagnon les avait quittés 2 ans auparavant. Monsieur Dubois était arrivé pour la première fois un matin pluvieux de novembre, il y a 3 ans. C'était un homme âgé d'environ 75 ans, toujours vêtu d'un costume simple mais propre, avec des chaussures bien cirées malgré leur âge évident. Ses cheveux blancs étaient soigneusement peignés, et derrière ses lunettes aux montures argentées, ses yeux bleus pâles observaient le monde avec une douceur mélancolique. Il s'était assis à la table du coin, celle près de la fenêtre qui donnait sur la rue, et avait commandé un café noir, 2 tartines beurrées et un jus d'orange. Sa voix était douce, presque hésitante, comme s'il n'avait pas l'habitude de parler beaucoup. Dès ce premier jour, Marie avait remarqué quelque chose dans ses yeux, une solitude profonde, le genre de solitude qui ne se dissipe pas même dans une pièce pleine de monde. Elle l'avait servi avec un sourire chaleureux, avait pris quelques minutes pour bavarder, et avait remarqué comment son visage s'était illuminé légèrement à cette attention. Il était revenu le lendemain, puis le surlendemain, et bientôt, sa présence chaque matin à 7 heures était devenue aussi régulière que le lever du soleil. Au fil des semaines, puis des mois, Marie et Monsieur Dubois avaient développé une routine confortable. Elle connaissait sa commande par cœur, savait qu'il préférait sa tartine légèrement plus grillée, que son café devait être servi très chaud, et qu'il aimait lire le journal en mangeant, soulignant parfois des articles avec un stylo qu'il gardait dans sa poche de poitrine. Mais plus important encore, Marie avait commencé à vraiment le connaître. Elle avait appris qu'il était veuf depuis 10 ans, que sa femme s'appelait Elisabeth et qu'elle lui manquait terriblement. Il avait une fille, mais ils ne se parlaient ainsi plus depuis des années. Une brouille familiale dont il ne voulait jamais parler en détail, son visage se fermant chaque fois que le sujet était évoqué. Il vivait seul, dans un petit appartement quelque part dans le quartier. Il passait ses journées à se promener, à lire, à visiter des musées qu'il avait vus 100 fois déjà. Sa vie semblait s'être réduite à une série de rituels solitaires, et son petit déjeuner au Café des Roses était devenu le point lumineux de ses matinées. Marie, de son côté, trouvait du réconfort dans ses conversations matinales. Monsieur Dubois écoutait vraiment quand elle parlait de sa fille, Sophie, de ses préoccupations de mère célibataire, de ses difficultés à joindre les deux bouts. Il ne donnait jamais de conseils non sollicités, ne la jugeait jamais, se contentait d'écouter avec cette attention bienveillante qui était devenue si rare. Un matin de janvier, particulièrement froid, Marie était arrivée au travail avec des traces de larmes séchées sur ses joues. Monsieur Dubois l'avait remarqué immédiatement. « Que se passe-t-il, Marie ?» avait-il demandé avec cette douceur qui lui était propre. Elle avait d'abord hésité, puis les mots étaient sortis en torrent. Sophie était tombée malade, une infection qui nécessitait des antibiotiques coûteux. Le propriétaire avait augmenté le loyer. La voiture était tombée en panne. Les factures s'accumulaient comme une montagne insurmontable et elle ne savait plus comment elle allait s'en sortir. Monsieur Dubois avait écouté en silence, ses yeux pleins de compassion. Puis il avait simplement dit « Les tempêtes passent toujours, Marie, et vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Le lendemain, Marie avait trouvé une enveloppe sous sa tasse vide après le départ de Monsieur Dubois. À l'intérieur, il y avait 300 € et une note. Pour Sophie, un grand-père honoraire qui se soucie de vous deux. Marie avait couru après lui, dans la rue, les larmes aux yeux, pour lui rendre l'argent. Elle ne pouvait pas accepter une telle somme, mais il avait refusé fermement, avec une dignité tranquille.
S'il vous plaît, Marie, laissez-moi faire cela. Vous m'avez donné tellement plus que vous ne le réalisez. Chaque matin, vous me rappelez que je compte encore pour quelqu'un dans ce monde. C'est un cadeau sans prix. À partir de ce jour, leur lien s'était approfondi. Monsieur Dubois était devenu comme un grand-père pour Sophie. Il assistait aux petits spectacles de l'école, apportait des livres pour enfants, passait parfois le dimanche après-midi à jouer avec elle dans le parc. Pour la première fois depuis des années, sa vie avait retrouvé un sens, un but, et pour Marie, il était devenu la figure paternelle stable et aimante qu'elle n'avait jamais eue, le soutien dans les moments difficiles, la voix de la sagesse quand elle se sentait perdue. Les autres employés du café avaient remarqué leur amitié particulière. Certains chuchotaient, mais la plupart trouvaient cela touchant, cette belle connexion entre deux âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans ce petit café modeste. Puis, un mardi matin de mars, tout avait changé. Monsieur Dubois était arrivé comme d'habitude à 7 heures précises. Mais ce matin-là, il semblait différent, plus pâle, plus fragile. Ses mains tremblaient légèrement quand il avait pris sa tasse de café. « Ça va, monsieur Dubois ?» avait demandé Marie, inquiète. Il avait souri, mais c'était un sourire triste. « J'ai quelque chose à vous dire, Marie. Je n'ai pas été complètement honnête avec vous. » Avant qu'il puisse continuer, la porte du café s'était ouverte avec fracas. 3 hommes en costume impeccable étaient entrés, suivis de 2 agents de sécurité imposants. L'atmosphère paisible du café s'était transformée instantanément en tension palpable. Le plus âgé des 3 hommes, un individu aux cheveux gris et au regard acéré, avait scanné la pièce avant de se diriger droit vers la table de Monsieur Dubois. « Monsieur Dubois, nous vous avons enfin trouvé, » avait-il dit d'une voix autoritaire. « Nous devons parler immédiatement. » Marie était restée figée, sa cafetière à la main, complètement désorientée. Les autres clients s'étaient tus, observant la scène avec une curiosité mêlée d'inquiétude. « Qui êtes-vous » avait-elle demandé, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru possible. « Que voulez-vous » L'homme en costume avait sorti une carte de visite. « Maître Laurent Mercier, du cabinet d'avocats Mercier et Associés. Nous représentons les intérêts de Monsieur Henri Dubois, PDG et principal actionnaire du groupe Dubois Industrie. » Le silence dans le café était devenu assourdissant. Marie avait regardé Monsieur Dubois, cherchant une explication dans ses yeux. Henri Dubois avait répété le propriétaire du café, Georges, qui était sorti de la cuisine. Le Henri Dubois, le magnate de l'industrie, celui qui possède la moitié des entreprises de la région. L'avocat avait hoché la tête, le même. Monsieur Dubois a disparu il y a 3 ans, se soustrayant à ses responsabilités d'entreprise et préoccupant considérablement sa famille et ses associés. Marie sentait le sol se dérober sous ses pieds. 3 ans. Exactement le temps depuis lequel Monsieur Dubois venait au café. Tout ce temps, l'homme qu'elle prenait pour un retraité ordinaire, vivant modestement, était en réalité l'un des hommes les plus riches et puissants de la ville. Monsieur Dubois, avait continué l'avocat, votre fille Isabelle est très inquiète. Vous devez rentrer. Il y a des décisions importantes à prendre concernant l'entreprise et votre santé. Ma santé ? L'avait interrompu Monsieur Dubois, sa voix soudain plus ferme que Marie ne l'avait jamais entendue. Vous voulez parler de ma santé ? Pour la première fois en 10 ans, je me sens vivant, ici, dans ce café, avec ces gens qui me traitent comme un être humain et non comme un portefeuille ou une signature sur un document. Il s'était levé lentement, sa dignité intacte, malgré les regards stupéfaits autour de lui. Je m'appelle effectivement Henri Dubois, et oui, j'ai été à la tête d'un empire industriel pendant 40 ans. J'ai bâti une fortune, gagné tous les prix, siégé à tous les conseils d'administration prestigieux. Et savez-vous ce que j'ai découvert ? Que j'étais l'homme le plus seul du monde. Sa voix s'était brisée légèrement, mais il avait continué. Après la mort de ma femme, j'ai réalisé que personne dans ma vie ne se souciait vraiment de moi. Ils se souciaient de mon argent, de mon pouvoir, de ce que je pouvais faire pour eux. Ma propre fille ne m'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose pour l'entreprise. Alors un jour, j'ai tout laissé. J'ai pris une décision que mes avocats ont considérée comme une folie. J'ai créé une fiducie pour gérer l'entreprise. Je me suis assuré que tous mes employés seraient protégés. Et je suis parti. Il s'était tourné vers Marie, ses yeux brillants d'émotion. Et j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas connu depuis des décennies. Une connexion humaine véritable. Une amitié basée sur qui je suis, pas sur ce que je possède. Marie, vous et Sophie,
m'avez donné une raison de me lever chaque matin. Vous m'avez rappelé ce que signifie être humain. Les larmes coulèrent maintenant librement sur les joues de Marie. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Parce que j'avais peur. Avait-il admis simplement? Peur que tout change si vous saviez. Peur de perdre la seule chose authentique dans ma vie. L'avocat avait toussé, mal à l'aise. Monsieur Dubois, c'est très touchant, mais il y a des questions légales urgentes. Votre fille a lancé une procédure pour vous faire déclarer inapte à gérer vos affaires. Si vous ne rentrez pas et ne réglez pas cette situation, vous pourriez perdre le contrôle de tout ce que vous avez construit. Pour la première fois depuis leur arrivée, un petit sourire était apparu sur le visage de Monsieur Dubois. Maître Mercier, je crois que vous ne comprenez pas. Je ne veux plus de tout cela. L'empire, le pouvoir, les réunions interminables, les décisions qui affectent des milliers de vies, mais qui me laissaient complètement vide. Je ne veux plus de cette vie. Il avait fouillé dans la poche intérieure de sa veste et en avait sorti une enveloppe qu'il avait tendue à l'avocat. Ceci est mon testament révisé, préparé et notarié il y a 6 mois. Vous verrez que j'ai pris des dispositions très spécifiques. L'avocat avait ouvert l'enveloppe, ses yeux s'élargissant au fur et à mesure qu'il lisait. Mais, Monsieur Dubois, c'est extraordinaire. Monsieur Dubois s'était tourné vers Marie. Je suis malade, Marie, cancer. Les médecins m'ont découvert ça il y a 3 mois. J'ai refusé les traitements agressifs. À mon âge, avec ma femme qui me manque chaque jour, je suis prêt pour ce qui vient. Mais je voulais m'assurer que les personnes qui ont rendu mes dernières années significatives soient prises en charge. Marie n'arrivait pas à parler, les sanglots bloquant sa gorge. La majeure partie de ma fortune ira à diverses œuvres caritatives, à mes employés qui m'ont été loyaux pendant des années et à des projets qui feront une vraie différence dans la vie des gens, avait-il expliqué. Mais j'ai créé une fondation, la fondation Elisabeth Dubois, en mémoire de ma femme. Cette fondation aidera les mères célibataires comme vous, Marie, à obtenir une éducation, à démarrer des entreprises, à offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Il avait pris la main de Marie dans la sienne. Et vous, Marie, je vous ai nommée directrice de cette fondation. Il y a un fonds de dotation de 50 millions d'euros. Vous aurez tout le soutien nécessaire, une équipe complète, et la liberté de faire de cette fondation ce que vous voulez qu'elle soit, parce que vous comprenez vraiment ce que signifie avoir besoin d'aide, et vous avez la compassion pour aider les autres. Marie avait secoué la tête, dépassée. Je ne peux pas, je ne sais pas comment gérer quelque chose d'aussi grand. Vous apprendrez, avait-il dit avec confiance, tout comme vous avez appris à élever seule une merveilleuse petite fille, à travailler dur, à garder votre gentillesse malgré les difficultés. Vous avez exactement ce qu'il faut, un cœur généreux et une compréhension profonde de ce dont les gens ont vraiment besoin. Les semaines suivantes avaient été un tourbillon. L'histoire avait fait les gros titres. Le magnate disparu trouvé dans un café modeste. Henri Dubois laisse sa fortune pour aider les mères célibataires. Une serveuse nommée à la tête d'une fondation de millions d'euros. La fille de Monsieur Dubois, Isabelle, était venue au café une fois. La conversation avait été difficile, pleine de reproches et de larmes, mais à la fin, quelque chose s'était débloqué. Elle avait vu son père, non pas comme le titan industriel qui avait toujours été trop occupé pour elle, mais comme un homme qui avait cherché désespérément une connexion humaine et l'avait enfin trouvée. Monsieur Dubois avait passé ses derniers mois au café, entouré non pas d'avocats et d'associés, mais de Marie, de Sophie et des autres habitués qui étaient devenus sa famille. Il jouait aux cartes avec Georges le propriétaire, racontait des histoires à Sophie et profitait de chaque petit moment de vie ordinaire. Il est décédé paisiblement un matin de juin, assis à sa table habituelle près de la fenêtre, son café à moitié bu et le journal ouvert devant lui. Marie était à ses côtés, tenant sa main, quand il avait fermé les yeux pour la dernière fois, un sourire paisible sur son visage. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, la fondation Elisabeth Dubois a aidé plus de 10 000 mères célibataires à transformer leur vie. Marie dirige toujours la fondation, mais chaque matin, avant d'aller à son bureau, elle s'arrête au Café des Roses. Elle s'assoit à la table près de la fenêtre, commande un café, et se souvient de l'homme qui lui a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en connexion humaine authentique. Sur cette table, il y a maintenant une petite plaque, en mémoire d'Henri Dubois, qui nous a rappelé que la gentillesse est la plus grande richesse.
Et chaque fois qu'une nouvelle serveuse commence à travailler au café, Marie lui raconte l'histoire. L'histoire d'un homme qui avait tout abandonné pour trouver ce qui comptait vraiment et d'une simple serveuse qui lui avait offert, sans le savoir, le cadeau le plus précieux. Être vu, être valorisé, être aimé pour qui il était vraiment. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Pas l'argent dans nos comptes bancaires, pas les titres sur nos cartes de visite, pas la taille de nos maisons ou le prestige de nos carrières. Ce qui compte, ce sont les moments où nous choisissons de voir l'humanité dans les autres, où nous prenons le temps de nous connecter vraiment, où nous offrons notre gentillesse sans attendre quoi que ce soit en retour. Monsieur Dubois avait passé 40 ans à construire un empire, mais il avait trouvé son véritable héritage dans un petit café modeste, à travers une serveuse qu'il avait simplement traitée avec gentillesse et respect. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. Et surtout, rappelez-vous, la prochaine fois que vous croisez quelqu'un, peu importe qui il est ou ce qu'il possède, offrez-lui un sourire, un moment d'attention. Vous ne savez jamais à quel point ce simple geste pourrait transformer une vie, peut-être même la vôtre.